Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Bed, Bath Beyond? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Mais je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives et avoir la certitude que ça va être fait. En supplément de ça, vous recevez tout ce qui est inclus dans le service de la Top Newsletter gratuite. Le lien est dans l'onglet à propos de la chaîne. Donc, à ce niveau-ci, pour le service de la Top Newsletter, où vous recevez uniquement des analyses sectorielles. Donc, en supplément de ça, vous pouvez demander des analyses quantitatives, plus recevoir chaque mois 2 notes d'analyse sur les entreprises qui sont sous-évaluées selon moi. Les notes d'analyse ici sont basées sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences calls. C'est-à-dire que moi, je lis, j'écoute des rapports financiers et je vous propose aux entreprises ici, ainsi que les notes de suivi des entreprises précédentes. Ça ne veut pas dire on achète bêtement, non. C'est pour susciter de l'intérêt et du questionnement. OK? Donc, plus pour les 69 places restantes, la formation concernant comment analyser une banque, comment lire les rapports financiers qui sera disponible à la fin du mois d'avril. D'accord? Donc, maintenant, pour Bed Bath Beyond, vous allez voir ici que c'est une compagnie qui est presque en train de mourir. Elle coûte aujourd'hui à 0,3 sous l'action, alors que, voilà, elle se vendait à 80 dollars l'action. Bon, alors, vous savez qu'on ne réfléchit pas en termes de courbes, etc. On va aller regarder les rapports financiers. Donc, c'est le commerce au détail. Et je rappelle que dans le commerce au détail, c'est un business très difficile. D'accord? Le commerce au détail, et quand je dis commerce au détail, ça vaut pour tout. Que ce soit la restauration, le grocery store, donc c'est-à-dire que comment on appelle encore ça? Les magasins ici qui vendent des produits vivriers ici, donc un peu comme les Walmart, etc. Quoique Walmart mélange un peu tout. Bref, dès le moment où vous avez une chaîne de magasins, c'est compliqué. C'est un business très, très, très compliqué. Il faut faire attention, le business, le management n'a pas droit à l'erreur. Et si vous faites une erreur, il faut se reprendre très rapidement. OK? Très concurrentiel, très compliqué. Donc, on vous dit ici que Bed Bath Beyond est un détaillant omnicanal. Quand on dit omnicanal, on vend en ligne, on vend également comment on appelle ça? En physique, on vend également en physique. OK? Donc, ça dit qu'on a des magasins physiques, omnicanal. Donc, elle vend quoi? Qu'est-ce qu'elle vend? La société vend un assortissement de marchandises dans les marchés de la maison, des bébés, de la beauté et du bien-être. Donc, techniquement, quand on entend ça, on se dit, mais c'est pas un business qui devrait mourir. Il y a de fortes chances qu'elle ait pris qu'elle ait pris le virage ici, Internet, trop tard. D'accord? Je dis bien trop tard. Donc, au point où elle s'est fait damer le pion par des entreprises naissantes ici qui sont concentrées exclusivement sur la vente en ligne. Et je rappelle ici que Amazon ne s'est pas laissé faire à ce niveau-là. Oui, c'est de la vente ici de gros ameublements, etc. Mais, je dis bien mais, ça reste un business également ici, voilà. Ou si vous aviez ici des magasins en ligne, d'accord, des magasins physiques, vous avez déjà un avantage énorme par rapport à celui qui voulait uniquement vendre en ligne, ok? Donc, c'est un business compliqué. Quand on a ce business-là qui se paraît, voilà, pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à s'en sortir en date d'aujourd'hui? On va déjà commencer à regarder les rapports financiers. Mettons-nous dans les chaussures de quelqu'un qui aimerait investir cette compagnie-ci à partir de 2018. Je suis en 2018. C'est un exercice très important à faire. Pour la vente au détail, mes amis, faites attention, ne cautionnez jamais. Quand vous voyez des marges qui commencent à diminuer, regardez les same store sales. Il y a de fortes chances que le same store sale avait commencé à diminuer à peu près à ces niveaux-ci. Mais on pouvait se reprendre. D'accord? Donc, la marge brute ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate en 2018, au plus haut ici, on avait une marge brute qui avait commencé à baisser depuis 2007. Oui, on peut se dire qu'on a une certaine remontée ici aux alentours de 2012, mais depuis 2012, boum, quand les revenus ont commencé à diminuer, imaginons même en 2019, on avait déjà des marges brutes qui diminuaient depuis longtemps. Et j'espère que c'était avec une bonne raison. Parce que si la marge brute diminue, dans le commerce de détail, je m'attends au moins à une croissance des revenus. C'est pour booster la croissance des revenus. Ok, mais ça doit être de manière temporaire. Les clients ne doivent pas être habitués au discount au point où on sacrifie les marges. Parce que ce business-là est compliqué. Une fois que je regarde la marge brute, je vais comparer avec la marge des net, je vais comparer avec les EBITDA. Est-ce que les EBITDA suivent la même tendance? Oui. On voit ici qu'en dessous, on a les marges EBITDA. OK? Donc, on va comparer ici les marges EBITDA. Je vais les mettre ici. On va les mettre comme ça. Voilà. Ça sera plus facile. Voilà. On regarde les marges EBITDA. Les marges EBITDA également avaient commencé à diminuer au même titre que les marges brutes. À peu près à la même période. On peut les mettre sur le même graphique.
Qu'est-ce qu'on voit? On ferme cette partie-ci, à peu près à la même période où quand les marges brutes commencent à diminuer, les marges EBITDA également suivent. Ça va et c'est encore même plus violent. Ok, les marges EBITDA se retrouvent aux alentours de 2% ici en date d'aujourd'hui, alors que voilà, on a des marges brutes aux alentours de 33%. Ok, alors que dans le passé, on avait à peu près une moyenne, disons, aux alentours de 13 à 15% par là. Donc, c'est déjà un signe annonciateur. Si vous avez une compagnie dans le commerce au détail qui a des marges qui commencent à diminuer alors que les revenus sont de croissance, commencez à faire attention. C'est déjà un drapeau rouge. Il faut vraiment qu'il y ait une bonne raison derrière. Et encore, faites attention aux multiples que vous allez payer. OK? Donc, en supplément, c'est pour ça que je dis toujours que le business du commerce au détail est compliqué. OK? Donc, ensuite, on va regarder les net income. Si la marge brute diminue, la marge EBITDA diminue, bon, peut-être que les marges des net income ici sont stables, sont restées stables à peu près pendant un moment. Vous voyez ici que depuis 2013-2012, c'est la même chose. Hécatombe. En termes de marge nette ici, qu'est-ce qu'on a? Les marges nettes ici, qu'est-ce qu'on observe? La même chose, diminution. Donc, pendant ce temps, le prix de l'action était à quel niveau? Disons qu'on était déjà aux alentours ici, le plus haut, c'était aux alentours ici de 2015 par là. Les marges avaient déjà commencé à diminuer avant. Je ne dis pas qu'à cette période-là, vous aurez pu vous rendre compte que non, c'est un mauvais business, etc. À ce niveau-là, on se dit toujours qu'il y a espoir, le management pourrait faire un turnaround, c'est temporaire, etc. Mais on sait que ce n'est pas un business dans lequel je vais mettre 5% de mon capital. Il faut faire attention, commerce au détail, si ce n'est vraiment pas genre des business qui font du B2B et également du B2C. Donc, il y a une partie B2B et B2C. Il faut faire attention. D'accord? Il faut vraiment faire attention. Ameublement pour la maison, etc. C'est très rarement du B2B. C'est très certainement du B2C. Et voilà, la concurrence est rude. Et si vous ne prenez pas les bonnes décisions très vite, ça va être compliqué. Et si on est habitué ici, si vous faites trop de discount tout le temps, ça va également être très compliqué. Donc, vous remarquez ici que les marges nettes également ont tendance à suivre. Tout ceci nous ramène en date d'aujourd'hui. Donc, le problème avait déjà commencé depuis très, très longtemps. Est-ce que ça vaut la peine qu'on aille regarder l'augmentation aussi de la dette entre-temps? C'est une entreprise qui n'avait presque pas de dette, dont elle était assez bien gérée, et on se retrouve avec une dette de 3,5 milliards ici. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a fait une acquisition entre-temps? Parce que c'est bizarre ça. C'est une entreprise qui était assez bien gérée. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas fait d'acquisition. Mais pourquoi est-ce qu'elle s'est endettée justement alors que ça commençait à être assez compliqué, alors qu'elle avait tendance à gagner un tout petit peu d'argent? Est-ce que c'était pas pour acheter des actions? Peut-être, et si c'est le cas déjà, c'est également un drapeau rouge. On ne s'endette pas pour acheter des actions, on ne s'endette pas pour payer un dividende. Quand vous voyez cela, quand vous voyez ça si une entreprise commence à faire ce genre de choses-là, drapeau rouge, faites attention, commencez à vous poser des questions par rapport au management. Est-ce que cette entreprise a payé un dividende quand même durant toute cette période-là? On va quand même vérifier. Elle s'est amusée à payer un dividende à partir de 2007. C'est drôle, ça n'a pas de sens. On est en difficulté, vous payez un dividende. Ça, c'est drapeau rouge encore, bye. Donc, il y a beaucoup de fautes de management qui ont été commises ici. D'accord? Donc, ça devait déjà soulever beaucoup de questions. Donc, en d'autres, vous voulez qu'on fasse quoi? Est-ce que c'est de savoir est-ce que l'entreprise pourrait revenir à un certain niveau? Peut-être, si on a un management qualitatif. Donc, il faut déjà identifier le problème. Parce qu'on a un business ici qui devrait normalement performer. Parce qu'on a des entreprises concurrentes comme Williams-Sonoma qui se portent plutôt bien. OK? C'est pas facile, mais l'entreprise arrive à peu près à, voilà, quand on regarde ici, qu'est-ce qu'on observe au niveau des marges, elle arrive même à augmenter ses marges EBITDA. Pourquoi est-ce qu'on a un concurrent qui arrive à augmenter ses marges EBITDA alors que nous, c'est compliqué? Il faut déjà aller regarder. D'accord? Donc, on va fermer ça ici. On revient sur la compagnie qu'on appelle ici Bed Bath & Beyond. Donc, comment est-ce que je vais l'évaluer en date d'aujourd'hui? Ah ben, c'est simple. Je ne peux pas l'évaluer en termes de marge brute sauf faire de la guesstimation. Je vais prendre en termes de valeur d'entreprise sur le revenu. D'accord? Enterprise value sur sale parce que le revenu, on l'a encore. Donc, je ferme ça, ça, et ça. Et je vais la comparer ici à Williams-Sonoma qui fait à peu près la même chose. OK? Je ne dis pas qu'ils sont concurrents purs et parfaits ici, mais on fait à peu près la même chose. Donc, on devrait avoir tendance à avoir les mêmes niveaux de marge. Enfin, pas les mêmes niveaux ici de multiples. Donc, quand on regarde la médiane de Williams-Sonoma, c'est une fois les revenus. Et quand on prend ici la médiane ici de Bed Bath & Beyond, on a à peu près ici les marges, une médiane aux alentours de combien? D'habitude, c'est une fois les revenus. OK, les revenus futurs, bien sûr. Donc, c'est-à-dire que si on prend par exemple les revenus des 12 derniers mois, on va le mettre comme ça. L'information ici, c'est également, ça reste une fois les revenus. Donc, elle a tendance à s'échanger ici à une fois les revenus. Allons-y voir ici l'estimation. Les analystes s'attendent à avoir à peu près des revenus de combien ici pour l'année prochaine. Donc, je rappelle que on va regarder les revenus.
chiffre d'affaires. Donc, on s'attend à ce que le chiffre d'affaires continue à diminuer. OK. Drapeau rouge. Ça va être de plus en plus compliqué. Je prends le 4 milliards 815, même si en date d'aujourd'hui, on a quelque chose de plus élevé. 4 milliards 815 en 2025, moins la dette nette d'aujourd'hui. Moins la dette, et je rappelle qu'elle ne gagne pas d'argent. C'est-à-dire que la dette nette aura tendance à augmenter. Donc, on doit aller vérifier si la dette nette provient d'où. Est-ce que ça provient des loyers? Parce qu'ici, on nous mentionne qu'on a une dette nette de 740 millions. Alors qu'ici, on était aux alentours de 3 milliards 500. Est-ce que ça ne prend pas en considération ici les loyers? Et je vous rappelle une chose. Plus ça devient compliqué, si l'entreprise ne gagne pas d'argent, d'accord, ça va être de plus en plus compliqué. J'espère au moins qu'elle a des bénéfices opérationnels pour pouvoir au moins payer ces loyers-là. OK? Donc, si on prend, parce que Zone Bourse a tendance à avoir de bonnes informations au niveau de la dette nette même, OK? Donc, si on prend la dette nette ici de 740 millions, d'accord, moins 740 millions par rapport aux revenus attendus en 2022, 2025 ici, moins 740 millions d'aujourd'hui, divisé par le nombre d'actions d'aujourd'hui, OK? On a à peu près 95, donc on va mettre divisé par 96 millions ici, divisé par 96 millions. On va se dire ici qu'on peut à peu près s'échanger aux alentours ici de, disons, aux alentours ici de 42 dollars l'action. 42 dollars l'action. Et je me pose la question à savoir, est-ce que la valeur d'entreprise n'est pas plutôt tronquée ici? Quand je regarde ici la capitalisation boursière en date d'aujourd'hui, c'est 144 millions. Valeur d'entreprise ici. Donc je pense que zone bourse, il y a un problème au niveau du revenu. Il y a un problème ici au niveau de... Comment on appelle ça? Au niveau de la valeur d'entreprise qu'elle présente ici. D'accord? De toute façon, on devrait aller au niveau de la dette nette qu'elle présente à ce niveau-ci. Donc si on revient à un autre exemple ici, j'avais quand même confiance à zone bourse. De toutes les façons, je vérifie toujours l'information deux fois. Parce que quand je regarde à 42 dollars, je me dis, mais pourquoi est-ce que le marché paye ce prix-là? 48 milliards 15. D'accord, je vais aller prendre ce que mentionne ici la compagnie Coifin. D'accord, Coifin ici nous dit qu'on a une dette nette aux alentours de 3 milliards 555. Ok, Coifin. Ça semble à peu près raisonnable. Moins 3 milliards 550, enfin 3 milliards 555 millions. Ça nous donne ici 1 milliard 265. C'est 3 milliards 550 millions plutôt. Ça nous donne ici 1 milliard 265, divisé par le nombre d'actions. Ici, on avait à peu près, Coifin nous mentionne qu'on a combien d'actions? On a à peu près 90,71. Et ici, sur Zone Bourse, on nous mentionne qu'on a combien? Ça, c'est le dernier trimestre. Hein. Donc, peut-être qu'on a même moins que ça. Il y a de fortes chances ici qu'on ne se trompe pas souvent sur le nombre d'actions. Donc, on divise ici par 91 millions d'actions. On va le faire comme ça. Ça donne ici à peu près 13,90 dollars. Donc, normalement, c'est une entreprise qui devrait s'échanger à 13,90 dollars. Mais vous allez vous dire que, oh, donc, on a une opportunité d'investissement. Mais les amis, elle ne rapporte plus assez d'argent pour rembourser sa dette. D'accord? Est-ce qu'elle rapporte même assez d'argent aujourd'hui pour ne serait-ce que rembourser les intérêts sur cette dette-là? Donc, quand on regarde ici l'EBIT, on a quelque chose de négatif sur les 12 derniers mois. Donc, ça veut dire que en termes de bénéfices opérationnels, depuis 2020, cette compagnie ne gagne pas d'argent. Donc, ça veut dire qu'elle ne peut pas payer ses intérêts sur la dette. Elle ne peut pas payer il y a de fortes chances qu'elle ne paye pas... Il y a de fortes chances ici que elle ne paye pas également les taxes. Enfin, les taxes, techniquement, on ne peut pas en payer. Mais elle ne peut pas payer les intérêts sur la dette. Si elle ne peut pas payer les intérêts sur la dette, il y a de fortes chances qu'elle ne puisse même pas rembourser le principal sur la dette. Donc, Bed Bath & Beyond, tant qu'elle n'est pas au moins rentable, sur le point de vue opérationnel, ça ne sert à rien de la regarder ici. Même si quantitativement, on peut avoir une opportunité d'investissement, mais mes amis, il va vraiment falloir un turnaround de malade pour pouvoir s'intéresser à cette compagnie-ci. Et quand on regarde ici trimestriellement, ce n'est pas facile. Donc maintenant, allez identifier le problème et posez-vous la question, est-ce que vous maîtrisez à peu près, est-ce que vous pensez que le management qui est présentement en date d'aujourd'hui aux commandes de cette compagnie-ci peut faire un turnaround? Moi, personnellement, je ne veux avoir rien à faire avec ça. Si j'ai perdu de l'argent, je passe à autre chose. OK? Donc, gagnez du temps, passez à autre chose. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo, si vous avez le lien vers le service Top Premium où vous pouvez demander des analyses quantitatives ainsi que recevoir tout ce que je vous ai mentionné en début de la vidéo. Donc, tout ceci pour dire que du point de vue quantitatif, ça peut parfois être intéressant, mais n'oubliez jamais de vérifier chaque signe. Baisse des marges, pourquoi? Donc, vous devez toujours vous poser les bonnes questions. Ça ne veut pas dire que vous aurez toujours raison 100%, mais vous n'avez pas besoin de 100% ici pour pouvoir générer ici de l'alpha dans le futur, ok? Juste 50% et plus, c'est déjà assez suffisant. Le reste des moins de 50% ici que vous... Enfin, le reste des 50% de pertes ici que vous aurez en supplément, donc c'est-à-dire que
Si 50% de vos choix sont gagnants et 50% de vos choix sont perdants, il y a de fortes chances que dans les choix perdants ici, que vous vous ayez coupé, il y a de fortes chances que vous vous soyez rendu compte ici que vous êtes trompé au niveau de votre analyse et donc vous coupez rapidement vos positions et vous passez à autre chose. Je ne parle pas de couper rapidement la position ici du point de vue trader, mais c'est-à-dire qu'on lit les rapports financiers. Ici, le scénario de départ n'est plus d'actualité, on passe à autre chose. Ça ne sert à rien de s'entêter. Moi ici, cette compagnie ici, passait à autre chose. J'ai perdu 15 minutes de ma vie ici pour parler de cette compagnie, mais ça ne veut pas dire que voilà, c'est pas une perte au total, mais ça nous permet déjà de réfléchir par rapport aux autres entités. OK? Par rapport aux autres entités ici. Donc, c'est-à-dire que si je vais dans le segment au détail, je sais que, oh, Betpath Beyond gagnait de l'argent, mais se retrouve dans une situation difficile ici parce que les marges avaient commencé à diminuer. On s'est peut-être dit, oh non, le management va continuer. Qu'est-ce que Betpath Beyond avait fait pour qu'elle se retrouve dans ce genre de situation? Et ça, c'est une histoire qui m'intéresse parce que c'est un business qui n'aurait pas dû mourir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ce serait intéressant d'aller voir à peu près à quel moment cette compagnie-ci a commencé à prendre les mauvaises décisions et quel est même le problème principal. OK? On va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.